La Fondation partenariale Polytech et Euradio présente Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast qui met en lumière la richesse des parcours et des passions des élèves, diplômés, personnels et partenaires des écoles d'ingénieurs Polytech. À travers de courts épisodes, nous leur donnons la parole pour comprendre leur vécu, leur histoire et ce qui les anime au quotidien. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jules et Gaëtan, deux élèves ingénieurs qui ont eu l'idée originale de partir sillonner la France à vélo. Leur objectif, rendre visite aux personnes qui œuvrent au quotidien et entreprennent des initiatives écologiques. En passant par Grenoble, Nice, Toulouse, Rennes ou encore Nancy, ils sont allés à la rencontre des acteurs du changement en se questionnant sur le rôle de leur futur métier d'ingénieur. Cet épisode est le premier d'une série. Dans celui-ci, nous verrons comment le projet a été rendu possible, d'où est venue l'idée et leur démarche. Bonjour Jules et bonjour Gaëtan. Tout d'abord, pourquoi avoir eu l'idée de faire un Tour de France à vélo ? Quelles étaient vos premières intentions ? Bonjour. Cette idée, on va un petit peu remettre en contexte. On était un petit peu dans une ambiance, c'était en mars, juste avant le confinement, où on parle beaucoup de réchauffement climatique, perte de biodiversité, écologie, extinction de masse, plein de termes différents qui résonnent souvent. Et donc du coup, nous on se demandait comment, avec notre petit bagage d'ingénieur de 5 ans d'études, on peut se placer là-dedans. Donc ça fait 5 ans qu'on apprend le technique et on voulait aller rencontrer des personnes qui se posent un petit peu les questions qu'on est en train de se poser pour tout simplement réfléchir ensemble. Et donc pour relier toutes ces personnes qu'on a localisées un petit peu dans toute la France, on s'est dit qu'on allait à vélo parce que c'est un moyen sympa de pouvoir transformer juste un petit questionnement en aventure. Et aussi, ça ouvre des portes tout simplement qu'on n'aurait pas pu avoir à pied ou en voiture. Quand on va par exemple rencontrer une grande entreprise, dès qu'on est en vélo avec des bagages et un petit sourire, les gens nous ouvrent les portes beaucoup plus facilement. Oui, et puis en fait, quand on est sensibilisé à l'environnement, on reçoit beaucoup d'informations sur plein de sujets très divers. Parfois, c'est des alertes sur l'imminence du réchauffement climatique et ce qui peut être fait, ce qui n'est pas fait, etc. Et donc d'avoir un temps pour vraiment réfléchir à quelle est la situation, qu'est-ce que je peux faire, c'était un peu ça aussi le but. Donc en retirer en tant qu'ingénieur ou en tant que citoyen d'ailleurs, dans ma vie professionnelle ou dans ma consommation, mes activités associatives, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux agir, qu'est-ce qui est pertinent, etc. Donc de bien tout ranger pour agir pour l'environnement, quoi. Pour ce projet, vous avez fait une année de césure pendant vos études. C'est la norme dans certains pays, par exemple au Danemark ou en Allemagne, mais c'est moins courant en France. Pourquoi avoir choisi la césure ? C'est vrai que au départ, pour nous, la césure, on avait aussi beaucoup d'idées reçues qui sont dues à la France par rapport aux autres pays. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un cadre idéal pour mener ce genre de projet parce que en tant qu'étudiant, ça pose vraiment un cadre au projet. Donc c'est une pause, nous on a pris 6 mois, mais ça peut être 1 an, où pendant laquelle on va pas avoir l'esprit occupé par une série d'événements ou par les partiels à faire en même temps parce qu'on est étudiant. Là, c'est vraiment un temps où on peut se consacrer à ce qui nous intéresse, sortir aussi de notre rôle d'étudiant, donc rencontrer d'autres personnes qui sont pas comme nous, des étudiants ingénieurs du même âge, etc. Et vraiment, du coup, se forger un peu à un avis avec des gens qui ont plus de vécu, qui ont un regard différent, qui apportent quelque chose. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise, en fait, que ça nous bénéficie autant. Et en même temps, il y a une fin à la césure, et donc, dans notre cas, on revient pour le stage de fin d'études, mais ça participe au fait que ce soit très confortable quand on revient, on sait quoi faire aussi, et il y a une fin à cette césure. Donc, voilà, on invite beaucoup les élèves, si possible, à voir qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans leur césure, comme nous on a pu le faire. Vous aviez pour votre projet bénéficié de financement ? La question des financements elle est arrivée très tôt parce que dès le début, quand le projet c'était encore une idée et pas vraiment du concret, en fait on s'est dit si on n'a pas de sous, on va pas pouvoir partir. Et là pour l'instant on n'a rien, on n'a pas un vélo, on n'a pas un sac de couchage, on partait vraiment sans rien, donc ça allait coûter forcément un petit peu cher. Donc c'était évident dès le début qu'on pouvait pas tout financer avec notre argent perso parce qu'on voulait avoir le confort de partir avec du bon matos pour pas avoir de problème sur la route.
Donc très vite, on a commencé à chercher des entreprises ou des subventions qui pourraient nous aider et nous soutenir. Donc, on en a trouvé 4 qui nous ont aidés. Il y a le magasin de vélo au coin de ma rue à Grenoble, Natura Vélo, qui nous ont donné des bons d'achat et des réductions. Il y a Picture Organic Clothing, une marque d'habits qui nous a donné des sacs à dos, des gourdes, des casquettes. Ensuite, on a eu du matériel pour graisser la chaîne et du matériel technique. On a été bien soutenu par les entreprises, on a eu un bon retour. Et ensuite, il nous manquait quand même pas mal de sous pour quand même pouvoir acheter le matériel. Donc, on est passé par un financement participatif qui permettait à tous nos proches, nos amis et même des gens qu'on connaissait pas de pouvoir nous aider financièrement à passer le cap pour acheter tout ce matériel dont on avait besoin. Et donc voilà, on est parti fraîchement avec tout notre matériel tout neuf sans savoir comment ça marche. Après, le fait que après le projet, on puisse garder les vélos et en fait, c'est pas des achats seulement pour le projet, bah ça aide aussi à investir parce que voilà, on est bien content d'avoir notre matériel aujourd'hui, pas simplement avoir loué, quoi. Pour rebondir sur le financement participatif, on a eu un bon retour dessus parce que juste en quelques semaines, on a atteint le palier qu'on avait fixé et au final, il a été complété à 170% si je dis pas de bêtises. On a eu 2500 € financés par nos proches, donc c'est quand même énorme. Donc là, on voit qu'il y avait quand même un petit engouement derrière ce projet. Et au tout début, quand on en parlait à nos proches, ils étaient un petit peu étonnés, surpris, parce que ça sort un petit peu du rang de l'étudiant ingénieur qui normalement fait son stage, quoi, comme tous nos potes. Mais au final, les gens ont très vite compris ce qui nous motivait derrière pour pouvoir avoir envie de partir comme ça, un petit peu sur un coup de tête. Donc les gens se sont mis à nous aider. On avait pas mal de proches qui nous aidaient à financer, à chercher des financements, qui relayaient le financement participatif. On a des amis qui nous aidaient à faire le logo. Donc on avait vraiment beaucoup de soutien là-dessus. Et après, une fois partis, tous les gens qu'on croisait sur notre route, pareil, un très bon accueil du projet. On expliquait rapidement notre démarche en 2-3 mots. Et les gens, tout le monde disait qu'on avait raison de faire ça, que c'était le bon moment, que c'est pour la jeunesse, etc. Donc globalement, il y a eu vraiment tout le monde qui était vers le projet. Personne a trouvé ça trop bizarre pour lui. Vous avez décidé de relater dès le départ toute votre expérience via les réseaux sociaux, donc à travers des publications, des vidéos notamment. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Déjà, on partageait beaucoup sur les réseaux sociaux notre vie un petit peu quotidienne sur Instagram, Facebook, via les stories. Ça, c'était tout simplement pour un petit peu tenir un journal de bord, pour donner des nouvelles aux proches, enfin voilà, on savait qu'on allait rencontrer quelques galères, on savait pas lesquelles, mais on voulait les partager, quoi. Donc il y avait ça, et puis d'un autre côté, ça a aussi permis à montrer à pas mal de gens que bah c'était pas si compliqué de prendre un vélo et de partir voyager et de se trouver un petit projet. Nous, on l'a fait assez rapidement, on n'a pas rencontré de grosses difficultés, et au final, on est vachement content parce que aujourd'hui, ça a donné l'idée de voyager à vélo à quelques potes, donc on est super content de ça. Votre communauté aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours aussi présente que pendant votre voyage? Le voyage, il s'est terminé mi-août, donc c'était ce qui était prévu. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de gens. C'est aussi parce qu'il y avait beaucoup moins de stories. En fait, il y a beaucoup de gens qui suivaient le voyage. Et en fait, même avant, les gens qui suivaient nos vidéos ou les posts qu'on peut faire, qui sont un peu plus descriptifs, qui à chaque fois se concentrent sur une initiative précise, ça intéresse beaucoup moins en fait notre communauté. Mais en même temps, nous, c'était un peu notre parti pris d'avoir plein d'exemples différents, avec des regards différents, avec vraiment des visions de l'écologie qui sont pas toutes compatibles, pour que voilà, ça touche une personne précise, mais que c'est normal que ça touche pas tout le monde. Donc voilà, on ciblait pas de communauté précisément. Et donc aujourd'hui, nous, par contre, d'avoir fait toutes ces publications et de continuer d'en faire, ça nous permet par exemple, un montage, ça nous permet de nous replonger dans le voyage sur le discours de la personne, qu'est-ce qu'elle nous a appris, c'était quoi son angle d'attaque, c'est quoi ses convictions, c'est quoi un peu la morale qu'elle nous transmet. Et du coup, même en ce moment, en fait, ce qu'on publie, c'est un peu notre base de données pour retrouver et illustrer les exemples dont on parle sur l'écologie, etc. Mais c'est moins, il y a moins de rapport avec la communauté, quoi. Vous avez fait plus de 5000 km à travers toute la France. Comment aviez-vous défini votre parcours et comment choisissiez-vous les personnes que vous êtes allés rencontrer? Alors, c'est surtout les choses qu'on voulait rencontrer qui ont défini le parcours. Au départ, on voulait surtout rencontrer des diplômés
du réseau. Après ça s'est élargi, hein. Donc, mais déjà par le réseau Polytech et nos connaissances, on a trouvé plein de diplômés. Et ensuite, la deuxième grosse partie, c'était les initiatives qui nous intéressaient. Ça pouvait être des associations, des entreprises qu'on a vu passer dans une vidéo courte sur Internet ou un article. Voilà, des choses qui nous ont tapé un peu dans l'œil comme ça. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de méthode en fait pour trouver des initiatives. Et je pense que c'est ce qui explique qu'on ait des choses très différentes en fait, très différentes dans tout ce qu'on a vu. C'est difficile de comparer ou de essayer de sortir une tendance. Vous n'aviez pas de feuille de route dès le départ avec des projets et des initiatives bien précises? Non, on avait du coup, par exemple avec les diplômés, des situations géographiques données, donc on n'est pas tout allé voir. Là, on essaie de définir un chemin. On avait aussi dans l'idée de passer par certaines villes où il y avait notre famille, des écoles polytech. On voulait ensuite commencer par le sud parce qu'il faisait plus chaud en mars et finir et passer dans le nord plus tard, etc. Donc il y a plein de choses comme ça. Et puis après, ça s'est construit. On était finalement, on avait vu assez large pour pouvoir s'adapter tout au long du voyage. Au moment du départ, en fait, on avait peut-être 20% des initiatives qui étaient prévues, et tout le reste, c'était des initiatives où on se laissait un petit peu porter par le voyage qui venait au fil de l'eau. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on allait voir une petite initiative, je sais pas, en Bretagne, ils nous redirigeaient vers 5 ou 6 autres initiatives d'amis à lui, de fermes à aller voir, de choses intéressantes par rapport à notre projet. Donc, des fois, on faisait le tri et on choisissait d'aller en voir pas mal. Et voilà, donc c'était un petit peu sur des coups de tête aussi, selon les envies. Des fois aussi, on avait envie de voir beaucoup plus d'initiatives qu'à certains autres moments. Quand on était dans le sud de la France, c'était un petit peu une course aux initiatives. On en voyait 3 par jour dès qu'on était dans une ville. Alors que quand on était en Belgique ou au Luxembourg, en Suisse, là, on se laissait un petit peu plus porter par le voyage pour prendre le temps de profiter, regarder les paysages et moins se prendre le choix avec les initiatives. Mais voilà, en gros, c'était aussi selon les humeurs. Vous avez découvert environ une soixantaine d'initiatives, donc c'était des structures bien différentes les unes des autres. Oui, alors en fait, on a fait même un peu plus que 60, mais on va dire que vraiment les rencontres d'initiatives, on peut les résumer à 60, et effectivement, il y avait de tout dedans. Et donc c'est un peu, je pense, avec cette combinaison au départ, on voulait voir plein de choses, on avait un peu sélectionné en essayant de diversifier, et puis en se laissant porter. Donc il y a des choses qui se rajoutaient, qui étaient différentes dans un sens, mais qui découlaient un peu de ce qu'on avait vu. Donc je pense que en combinant tout ça, c'était très divers, et donc on a vu des diplômés qui sont dans une démarche RSE d'une entreprise, d'autres qui essaient d'agir sur une association et sur leur mode de consommation, en tout cas qui ont un discours dessus, d'autres qui ont monté leur start-up, il y en a qui bossent dans des grandes entreprises. À côté de ça, il y avait d'associations. Une association, ça peut être une action locale qui va vraiment dépendre du territoire, ou quelque chose de national pour des revendications à l'État, par exemple. Après, il y a aussi des écolieux au début qu'on a pu voir, des fermes, des gens qui ont un discours sur la politique, d'autres sur les aménagements territoriaux. Donc voilà, c'était hyper varié. Et est-ce qu'il y a un projet ou une démarche qui vous a le plus marqué? C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on était en partant. C'est-à-dire que au départ, on pensait qu'avec tout ce qu'on allait voir, on allait trouver le projet parfait, notre projet de vie, ce qui nous colle parfaitement, et que ça allait être vraiment notre projet. Ce qui fait qu'au début, il y avait tellement de thématiques différentes, tellement les gens étaient contents de ce qu'ils faisaient. À chaque fois qu'on voyait une initiative, on adhérait à 2000% et on avait envie de faire pareil. Par exemple, la première personne qu'on a vue faisait de la permaculture, elle était partie 3 ans en Australie en faire. En sortant, Jules et moi, on se disait, voilà, c'est exactement ce qu'on veut faire. L'année prochaine, je pars en Australie. 2 jours après, on rencontre un militant et pareil, on sort, on se dit, mais voilà, en fait, non, je vais faire du militantisme. Donc, on courait un petit peu derrière les initiatives comme ça, jusqu'au moment où on a commencé à réfléchir un peu plus et à être constructif et à essayer de construire quelque chose avec toutes ces initiatives pour en fait se créer son propre projet. Donc, bien sûr, il y en a qui nous ont plus marqué que d'autres, où on se projetait plus facilement, mais je pense que c'est justement ceux-là qu'on utilisera comme exemple dans les prochains podcasts pour les différentes thématiques. J'imagine que vous avez dû surmonter pas mal de difficultés lors de votre périple. Ça n'a pas été trop difficile parfois?
Si on regarde le voyage dans sa globalité, on peut pas vraiment dire qu'on a eu des grosses difficultés. Enfin, on n'est pas mort de faim, ni de soif, ni de froid. C'est sûr que on avait le désavantage de partir sans rien connaître, donc nous on voyait pas ça comme des difficultés. On s'amusait bien à apprendre, à devoir monter un petit camp, à réparer une chaîne. Mais pourtant, les gens nous demandaient souvent, par exemple, si on avait pas mal aux fesses, si on ne crevait pas trop souvent. Mais nous, en fait, ça nous dérange pas, ça fait partie de l'aventure. Quand on a une petite crevaison, on se regarde et on se dit, bon, ça, c'est pas la fin du monde. On a quand même de la chance d'être ici maintenant. Puis on l'a un petit peu cherché. Puis globalement, ça vaut quand même le coup d'avoir quelques difficultés pour cette aventure qu'on a eue, quoi. Oui, puis l'avantage de cette expérience, c'est que, comme vous l'aviez dit, vous étiez à vélo et c'est plus simple pour aller à la rencontre. Et même quand on a certaines galères, on sait que on n'est jamais seul finalement. C'est ça, on est parti aussi en France avec du bon matériel. Franchement, il pouvait rien nous arriver. Les plus gros problèmes qu'on avait, c'était de se rendre compte que aujourd'hui c'est un jour férié, qu'on allait devoir faire 10 km de plus pour pouvoir trouver à manger. C'est pas bien grave. Il y a des plus gros problèmes dans la vie, quoi. Oui, puis en plus c'était en France, le vélo est réparable, donc et ça aurait été plus compliqué faire un tour du monde ou de rien connaître, etc. Oui, déjà vous parlez la langue du pays, vous avez cette culture-là, donc c'est sûr que il y a une difficulté en moins. Ouais, c'est vrai que quand même, la première réaction des gens quand on annonce ça, parce que c'est pas commun de prendre autant de temps pour faire ce voyage, c'est ah mais vous êtes dingue, comment vous faites? Et en fait, nous on se retrouve à expliquer qu'on fait nos courses, qu'on trouve dormir. Voilà, c'est pas non plus. Il y a beaucoup de gens qui pourraient faire ça. Donc on aimerait bien que les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire aussi des choses comme ça qui leur plaisent. Et voilà, nous on est juste deux personnes qui l'ont fait. C'était pas un gros défi sportif, on avait notre petit rythme modeste et on avançait, quoi. On avait le temps, c'était juste notre chance d'avoir du temps. Où dormiez-vous? Est-ce qu'il y avait des endroits dédiés pour dormir ou est-ce que vous faisiez du camping sauvage? Alors, on a fait un espèce de gros mélange. C'est-à-dire qu'au début, on est parti, on faisait que faire du camping sauvage parce que il faisait bon, on était au bord de la mer et on avait du soleil, donc on en profitait. Ensuite, quand on a commencé à arriver dans le centre de la France, là, on s'est rendu compte que quand même la pluie, ça allait être un problème et que on n'allait pas dormir dans des champs de blé tous les soirs. Donc, on s'est mis à utiliser des applications pour dormir chez l'habitant, qui marchaient très bien. On était toujours super bien reçus chez des personnes qu'on n'est pas censé rencontrer dans notre vie quotidienne en tant qu'ingé, donc c'était toujours hyper enrichissant. Et voilà, et sinon tout le reste, ouais, camping sauvage. Dans les grandes villes, on était chez nos amis aussi. Et voilà, donc c'était un espèce de petit mélange qui fait qu'on n'avait jamais de routine dans nos logements. Qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens aujourd'hui en termes d'écologie? Nous, du coup, on n'avait pas de spectre précis pour poser nos questions. Donc en fait, déjà, on s'est rendu compte que écologie et réchauffement climatique, c'est pas exactement pareil. Et déjà, les deux touchent un nombre hyper important de thématiques avec chacun son regard. Donc en fait, quand quelqu'un va nous parler, il va déjà être intéressé par un sujet précis qu'il touche dans l'écologie. Et en plus de ça, son moyen d'action, ça va être aussi en fonction de là où il est, ses moyens d'agir, si c'est dans son entreprise ou dans sa vie quotidienne. Et donc, il n'y avait pas forcément de thématique qui sortait plus que d'autres. Mais en fait, nous, c'est pas forcément, enfin, c'est pas ce qu'on cherchait non plus, parce que ce qui nous intéressait, c'est d'avoir toute cette diversité pour justement avoir plein d'exemples, plein de regards différents, pour réussir à aller interpeller dans tel exemple les personnes que ça va toucher parce que ça fait écho à ce qui les inquiète le plus dans le réchauffement climatique, ou alors ce sur quoi ils peuvent agir, ou s'ils se retrouvent dans la personne qu'on a interviewée ou qui nous raconte ce qu'elle fait. Et donc voilà, on n'a pas de choses qui se dégagent, mais dans nos posts, ou même dans ce qu'on pourra aborder dans ce podcast, il y a vraiment plein d'exemples différents, plein de regards, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouveraient pertinent au moins un des exemples. Donc on vous invite à aller voir un peu tout ce qu'on a fait. Et parce que voilà, l'enjeu du réchauffement climatique, il est quand même hyper important. Et on pense que va falloir que tout le monde fasse un peu des efforts ou se mette un peu en action pour avancer, quoi, pour régler ça. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange qui nous a permis de mieux comprendre votre démarche et la mise en place de votre projet, le projet Recycliste. Dans les épisodes suivants, nous développerons à chaque fois une thématique pour mieux comprendre les enjeux écologiques actuels et les solutions qui en découlent. Je vais terminer par une citation de Pierre Rabhi.
Il est vrai que c'est en initiant les plus petites actions que l'on amorce de grands changements. C'était Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et sur euradio.fr.